Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons donc notre invité de la semaine, Jean Soucarelli. Bonjour. Bonjour. On va parcourir l'actualité en Corse, si vous le voulez bien, avec votre point de vue. On rappelle que vous avez présenté hier votre liste pour les élections territoriales, la garantie républicaine, on va en parler bien évidemment. En attendant, on écoute une intervention, celle de Paul Jacob, qui lui aussi présentera sa liste pour ces élections territoriales. Paul Jacob, tête de liste. On écoute une courte interview de Paul Jacob et on se retrouve tout de suite après. Faire du rassemblement, avoir des gens solides, des hommes et des femmes, non seulement capables bien sûr de gagner, il faut ça dans la vie publique, mais également de gouverner la Corse après. Vous savez, un exécutif, une assemblée, ça ne repose pas sur une personne. Moi-même, je peux faire des choses, bien entendu, mais je ne peux pas tout faire et j'en suis d'ailleurs totalement incapable pour bien des raisons. Et puis il y a des compétences que tout le monde ne peut pas avoir, donc il y a des gens qui sont représentatifs de régions, d'activités, de savoir-faire extrêmement différents. C'est une liste de rassemblement. La liste, elle est quand même marquée par un certain œcuménisme. Il y a des gens de droite, il y a des gens avec qui vous ne vous entendiez pas auparavant, François Tatti notamment. Est-ce que c'est une liste encore de gauche ou est-ce que c'est une liste pour faire gagner Paul Jacob? Vous savez, Paul Jacob, c'est pas quand même l'alpha et l'oméga. Excusez-moi de vous dire, j'ai 58 ans, ma vie politique est derrière moi plus que devant moi. C'est surtout essayer de faire gagner la Corse. Je ne peux plus supporter ces gens d'une prétention effrayante qui vous annoncent ce qu'ils vont faire et quand ils sont en fonction, ne font rien ou font bien pire que tout ce qu'ils n'ont jamais dénoncé chez les autres. Moi, je dois dire franchement que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans ces 2 années, c'est de mettre en place la collectivité unique et faire avancer le développement par l'emploi privé et l'entrepreneuriat encore. Alors, Jean Soucarelli, donc Paul Jacob, aujourd'hui vous présentez votre liste. Vous êtes jusqu'à la fin de la mandature membre de l'exécutif de Paul Jacob. Aujourd'hui, vos chemins se séparent? Il est naturel que, à la veille d'une échéance électorale, chacun se présente sur ses couleurs avec ses sensibilités et très naturellement nous avons présenté hier donc notre liste baptisée gauche garantie républicaine. Garantie républicaine. Garantie républicaine, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord la volonté de mettre un terme à la dérive séparatiste. On y reviendra peut-être sur ce qui s'est passé pendant la mandature, et en même temps d'agir très concrètement pour répondre aux préoccupations des Corses. C'est donc ce double objectif, cette double mission et raison d'être donc de notre liste qui nous a conduit à initier un rassemblement dès le mois de juillet qui s'est traduit donc par cette liste de grandes valeurs que nous avons présentée hier. Alors cette liste donc avec Aline Castellani en seconde position, François Casasoprane également pour un équilibre aussi entre le nord et le sud. 2 petits mots sur cette liste. Oui, alors d'abord une liste bien évidemment où nous retrouvons des élus qui ont fait leur preuve, là où ils ont été, où ils sont encore en responsabilité. C'est important parce que pour pouvoir prétendre assumer les responsabilités au niveau territorial de l'exécutif de Corse, eh bien, il faut des élus qui en ont l'expérience. C'est le cas, et notamment dans cette tête de liste, mais ce sont également des hommes et des femmes qui ont en commun des valeurs, des convictions constantes, et qui sont des hommes et des femmes libres, je le dis, parce qu'ils ne sont soumis à aucune pression. Ils ne sont les otages d'aucun groupe d'intérêt. Ils sont uniquement mus par la recherche, en effet, de l'intérêt général. Et ils sont représentatifs, bien sûr, de la société corse. Ils sont extrêmement actifs et investis dans leur domaine, dans leurs activités respectives. Et en particulier, nous le verrons peut-être par la suite, dans ce qui sont pour nous des priorités en lien avec les préoccupations exprimées par nos concitoyens, les priorités de notre futur projet, un projet ambitieux et réaliste. Alors, la gauche républicaine, vous avez dit un petit peu plus tôt, il s'est passé des choses pendant la mandature. Vous appelez ça plutôt une dérive séparatiste? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien que les idées nationalistes ont gagné ou ont été reprises
à notre sens, de manière maladroite, par une partie des bancs de la gauche et de la droite sous cette mandature, s'agissant notamment d'initiatives institutionnelles. Il faut pas caricaturer mon propos. Je reviens sur l'exemple donc du statut de résident ou de la co-officialité, qui sont en quelque sorte de mauvaises réponses à de bonnes questions. S'agissant par exemple du foncier et du logement, pour parler du statut de résident, on comprend qu'il y a de véritables questions. Nous aurons des propositions extrêmement fortes dans les prochains jours pour y répondre, dans un cadre justement tout à fait sécurisé, qui n'a pas besoin de changement de constitution, qui ne met pas en cause les principes fondamentaux de la République auxquels nous sommes attachés. C'est aussi ça la garantie républicaine. C'est que préserver l'égalité des citoyens devant la loi, ne pas créer des citoyens à plusieurs vitesses, et aussi ne pas remettre en cause la solidarité nationale dont bénéficie notre île. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, nous préférons nous agir dans le cadre de la loi, dans le cadre de la Constitution, et nous allons démontrer que nous pouvons le faire bien plus efficacement en allant sur des chemins à l'aventure, en quelque sorte, mais qui sont porteurs de grands dangers, qui portent en germe, je dirais, de grands dangers. C'est ça, la dérive séparatiste, parce que certains, peut-être, je dirais, ils vont peut-être sans s'en rendre compte, en disant après tout, pourquoi pas. J'ai entendu que le statut de résident pouvait être une mesure technique. Non, très sérieusement, ça n'est pas une mesure technique. Et il y a, bien entendu, chez certains, des arrière-pensées de pouvoir aller pas à pas vers cette prise de distance, cette séparation de l'unité nationale, et nous devons impérativement y mettre un terme. Alors il est clair, il apparaît aujourd'hui que personne ne pourra gagner tout seul. Dans les perspectives du second tour, on a notamment entendu votre colistière, Aline Castellane, aller y compris vers une sorte de front du refus, le retour du front du refus, pourquoi pas avec des élus de droite, justement face à ça. Ça pourrait être possible ? Écoutez, ce qui est important, nous, c'est que nous défendons nos valeurs. Nous sommes ici au premier tour. Il ne faut pas anticiper sur nos valeurs. Et ce qui est vrai, c'est que si l'on peut admettre dans le principe que la démocratie peut consister parfois à se rassembler au second tour, pour nous, ce rassemblement ne peut se faire que dans le respect de nos fondamentaux, des principes. Des valeurs lesquelles ? Les valeurs de gauche ou des valeurs républicaines ? Des valeurs républicaines. D'abord, parce que ce qui est en jeu... Non, la gauche n'a pas le monopole des valeurs républicaines. Étant moi-même issu, représentant un parti de gauche, on ne va pas se le cacher, du reste notre liste a été investie par le Parti radical de gauche, mais elle a cherché à rassembler par-delà les partis politiques à gauche et au-delà, les hommes et les femmes de notre région qui considèrent qu'il faut mettre un terme à ces dérives, qu'il faut à un moment donné revenir à un débat politique dans la clarté, que les électeurs sont en droit de savoir ce qui va se passer, ce que l'on propose, que chaque candidat propose au deuxième, au troisième tour, sur quelles idées ils se battent. Nous avons cette exigence de clarté. Je souhaiterais que tous les candidats en fassent de même. Et peut-être qu'à ce moment-là, il serait possible de se livrer un peu à la politique fiction, au jeu de la politique fiction, pour savoir quelles seraient les alliances possibles. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Il y a énormément d'ambiguïté dans les positions des uns et des autres. Nous sommes très clairs sur les idées que nous défendons et les conditions éventuelles d'un rassemblement. Merci beaucoup, Jean Tsukarelli. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission avec une nouvelle thématique d'actualité. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité de la semaine, Jean Tsukarelli. Bonjour. Bonjour. Jean Tsukarelli, président de l'ADEC, candidat aux élections territoriales sous la liste La Garantie républicaine. On va parler d'un sujet important qui est passé devant l'Assemblée de Corse il y a quelques jours maintenant. C'est le sujet du PADUC, un nouveau vote majoritaire à 36. Donc pour ce PADUC, après son passage donc devant la commission d'enquête, on va écouter votre seconde de liste, justement, Aline Castellane.
Castellane qui a voté contre ce document pour des raisons qu'elle va nous expliquer et on se retrouve tout de suite après pour les commenter. Je crois que personne ne pourra en douter. Bien entendu, sur le premier vote, je votais contre le PADUC. En avril, j'attendais et j'avais espéré que l'enquête publique ferait des modifications substantielles. Ce n'est pas le cas, donc je suis revenue sur mon premier vote en toute logique et en toute responsabilité, donc j'ai voté contre. Un PADUC élaboré sous la pression des nationalistes, c'est une critique qu'on entend souvent. Vous pensez que c'est le cas ? Écoutez, je n'emploierai peut-être pas le terme de pression, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir construit, comme le dit la conseillère exécutive, ensemble, le ensemble n'est pas approprié puisque la majorité n'a pas été entendue et un groupe de l'opposition n'a pas été entendu. Il est clair que ce consensus était cherché avec les groupes nationalistes et tous les amendements qui ont été acceptés le prouvent surabondamment. Alors, Jean Toucarelli, Aline Castellane, on en parlait justement hier, à l'occasion lorsqu'on parlait de la présentation de la liste. Tout d'abord, première question, vous étiez dans l'exécutif qui a mis en place ce PADUC, qui a apporté ce PADUC, et Aline Castellane, donc, a souvent, très souvent même, quasiment tout le temps, voté contre. Comment est-ce qu'on vit ça ? En l'occurrence, très simplement, je comprends les réserves exprimées par Aline. Je les partage pour une large part. Pour autant, le PADUC, on en parle depuis 20 ans. Hein, et aujourd'hui, il est voté. Donc je crois que l'enjeu, c'était non pas de tourner la page, mais de dire voilà, il y a déjà un travail qui a été fait, il est imparfait. Mais le PADUC est révisable, vous le savez. Donc, on adaptera dans la durée, je dirais, en marchant, ce qui doit l'être. Bien entendu, à certains égards, il pouvait apparaître comme étant un peu contraignant par rapport au développement, un peu, je dirais, liant un peu trop les maires dans leur volonté légitime de développer leur commune, toujours avec le souci de respecter les règles de l'urbanisme et l'environnement. Il y avait quelques cas assez flagrants. On voit bien qu'il y avait des combats extrêmement localisés parce que certaines associations avaient fait une question de principe de tel ou tel espace. Bon, et ce qui a pu donner encore plus le sentiment à Aline Castellane qu'elle n'avait pas été entendue ou que notre groupe de la majorité n'avait pas été suffisamment entendu. Tout ceci, je peux le comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le PADUC est voté. Alors, il est vrai, il comporte un préambule qui mentionne à peu près toutes les revendications, justement, auxquelles nous n'adhérons pas, et qui sont clairement en dehors du cadre du PADUC. Alors, est-ce que ça peut le fragiliser ? C'est une véritable question. Il faut sans doute espérer que non, parce que l'idée, c'est que quand même, très rapidement, il puisse être opérationnel et qu'il puisse sécuriser, au contraire, les PLU, l'élaboration des PLU. C'est bien l'objectif poursuivi avant tout. C'est bien dans ce domaine-là qu'il a une portée réglementaire. Le préambule ou les affirmations de peuple corse et autres co-officialités, etc., n'en ont aucune. Alors parfois, ça peut être un peu désagréable de voir qu'à chaque occasion, on essaie absolument de réintroduire ces notions à tort et à travers, en quelque sorte. Bon, c'est pas l'objet du PADUC. Pour autant, il est là, et maintenant, il nous faut travailler avec ce PADUC. Et bien entendu, Aline Castellane n'avait pas la volonté, même si elle a pu voter négativement, de s'y opposer. C'est plus qu'un document d'urbanisme, le PADUC, c'est un véritable projet de société ? Oui, c'est aussi un projet de société. Mais là, nous sommes dans les intentions. Et effectivement, nous avons contribué nous-mêmes à une partie de la rédaction, notamment sur le plan d'aménagement de développement durable, notamment sur les matières qui me concernaient le plus, à l'exécutif, pour y revenir, c'est-à-dire le développement économique. Mais nous aurons l'occasion, dans la future mandature, d'aller beaucoup plus loin, justement,
sur le volet du développement économique, comme l'autorise maintenant la loi NOTRe pour les régions, et avoir une ambition encore plus forte en matière de développement économique. Alors, si vous reveniez aux affaires avec Aline Castellani, donc, comment est-ce que vous allez gérer ce PADUC? Comment est-ce que vous allez l'aménager? Vous avez dit il est révisable. Comment on peut envisager ça? Bon, pour l'instant, il faut lui laisser suivre le chemin du contrôle de légalité, du contrôle, etc., voir s'il y a un certain nombre de recours. Bon, encore une fois, il faut espérer que non, qu'il soit immédiatement opérationnel, puisque nous avons quand même besoin, nous y reviendrons, pour notre économie, notamment pour le bâtiment, de pouvoir lever un certain nombre aujourd'hui de situations de blocage, pouvoir aller de l'avant dans une politique notamment de construction de logements maîtrisée, cela va sans dire. Et pour cela, il faut mettre un terme à cette insécurité juridique qui touche les documents d'urbanisme. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce PADUC ? C'est déjà le fait qu'il existe? C'est déjà le fait qu'il existe. C'est une grande satisfaction. Là où d'autres avaient échoué par le passé, encore une fois, au terme d'un parcours extrêmement long, et même s'il est imparfait, il y a aujourd'hui un document. Il y a aussi des intentions qui sont, encore une fois, exprimées, et dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, à laquelle nous avons pris notre part. Quand on dit qu'on veut un modèle de société qui soit un développement économique maîtrisé, qui mette au centre l'homme, au centre du développement, le territoire, le respect, l'équilibre des territoires, je ne peux qu'adhérer à tous ces principes, mais encore faut-il que dans les décisions qui doivent être prises, nous soyons conformes à l'esprit de ce PADUC, et ça n'est pas toujours le cas. Nous serons là, en tout cas, pour le rappeler le moment venu. C'est-à-dire ? Je prends un exemple, un sujet qui va nous mobiliser dans la prochaine mandature, la collectivité unique. Cette collectivité unique, nous avons nous-mêmes participé aux travaux préparant la délibération de l'Assemblée de Corse et acceptant le principe de cette collectivité unique qui pouvait permettre d'avoir des politiques publiques plus efficaces, mieux réparties sur le territoire. Pour ce faire, nous avons introduit la notion de collectivité déconcentrée à ma demande et le principe d'une chambre des territoires à Bastia notamment. Ce principe d'équilibre territorial, de déconcentration, d'éviter de reconcentrer régionalement les institutions, d'éviter de concentrer le pouvoir en un seul seule main, en quelque sorte, eh bien, tous ces principes étaient actés. Ils n'ont pas été repris à ce jour au niveau du projet de loi, du texte de loi définitif. Eh bien, nous voyons bien que si nous voulons être cohérents avec les idées exprimées notamment dans le PADUC, il va falloir se battre pour revenir à l'esprit du projet de collectivité unique initial. Et c'est là que nous verrons la détermination de chacun. Pour l'instant, je suis la seule voix à s'être exprimée pour dire que le compte n'y était pas et que la loi NOTRe, telle qu'adoptée, pouvait faire de ce beau projet, en réalité, une très mauvaise réponse, que ce serait pire que la solution antérieure, la situation antérieure. Eh bien, c'est l'expression même que il faut quelque part que les actes suivent les paroles et les beaux discours. Alors, c'est une des raisons aussi du fait que vous partiez en campagne, de cette campagne des élections Absolument. Territoriales. On a bien vu, alors on parlait hier justement des perspectives. Ensuite, on va refaire de la politique fiction aujourd'hui, juste pour un petit bout. Paul Jacobi, donc, sur cette collectivité unique, sur des notions comme le statut de résident, il a proposé des choses aujourd'hui. Ça veut dire que même si vous avez été dans son exécutif jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a quand même cette ligne de fracture
Oui, très clairement. Donc pas de possibilité de reformer un groupe, de reformer une majorité. Mais attendez, ce sont les électeurs qui en décideront. Hein. Les électeurs vont s'exprimer et donner à chacun un appui par rapport aux idées que les uns et les autres défendent. Nous mettons en avant, je le répète, au travers de la garantie républicaine, cette nécessité de revenir, de recentrer le débat sur les préoccupations concrètes des Corses et d'abandonner ces sempiternelles spéculations institutionnelles, surtout quand elles sont dangereuses. Voilà, nous espérons être entendus. Nous sommes profondément convaincus qu'une majorité de Corses qui sont parfois déroutés, désorientés par tout ce qu'ils observent dans le champ des combinaisons politiques, des discours des uns et des autres, apprécieront notre discours de clarté et comprendront que l'on peut encore une fois faire beaucoup sans avoir besoin de s'aventurer sur des chemins extrêmement dangereux. Le PADUC en est l'expression même. Hein. Le PADUC, il est dans le cadre de la loi. Il ne remet pas en cause le cadre de la Constitution. Hein. C'est bien la preuve qu'on peut être ambitieux et rester dans les clous. Et c'est ça que nous voulons dire. Donc, pour répondre un peu directement à votre question, je crois que c'est quelque part le rapport de force, en quelque sorte, électoral, qui permettra de définir une ligne de conduite pour l'avenir. Et je ne désespère pas, encore une fois, que nos partenaires naturels à gauche, notamment qui constituaient cette majorité sortante qui n'avait été absolument pas mandatée pour aller sur certaines initiatives institutionnelles, eh bien, reviennent en quelque sorte à ce qui devrait fonder leur action. En tout cas, pour notre part, nous sommes restés fidèles aux engagements que nous avions pris en 2010 devant les électeurs. Merci beaucoup, Jean Tsoukayril. On va se retrouver demain pour une nouvelle thématique. Bonjour à notre invité Jean Tsoukayril. Bonjour, on va parler ce matin d'une thématique importante pour la Corse, c'est la thématique des déchets. On a vu que la Corse, la situation a été quelque peu compliquée et qu'elle ne va probablement pas aller en s'arrangeant. Alors on va prendre un exemple précis, celui de la ville de Bastia, forcément à travers une opération coup de poing qui a été menée par l'actuel maire de Bastia, Gilles Simeoni, donc au lendemain de l'arrêt du conflit, de la réouverture des centres d'enfouissement des déchets. La plupart des collectes ont été réalisées dans toutes les villes et villages de la CAB, mais pas à Bastia, où ça a traîné un petit peu plus. Gilles Simeoni qui a tapé du poing sur la table et qui a rappelé la CAB à ses responsabilités. On l'écoute et on vous retrouve tout de suite après. Premier constat, c'est qu'il y a 5 jours qu'un protocole de sortie de crise a été signé et que normalement la situation aurait dû se régulariser progressivement. Et je constate avec tous les Bastiais que Bastia est la seule ville où les ordures n'ont pas été ramassées, à tel point qu'aujourd'hui elles s'amoncellent devant des écoles, devant des bâtiments habités, etc., jusqu'à créer des dangers pour les personnes. Donc une situation qui est une situation extrêmement pénible. Deuxièmement, la population est exaspérée, je la comprends et je partage son exaspération. Troisièmement, il faut dire et redire que la ville de Bastia n'a aucune compétence ni en matière de traitement des déchets, c'est le CIVADEC, ni en matière de collecte, c'est la CAB. Or, le service de collecte aujourd'hui, 5 jours après, n'est pas rendu. Et donc, j'ai décidé de me substituer à la CAB sur le fondement des pouvoirs de police en matière de salubrité publique. Et j'ai demandé aux employés de la ville, dont ce n'est pas le travail normalement, eh bien, de ramasser dans les endroits où la situation est le plus critique. Je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, parce que normalement, ce n'est pas leur travail. Et ils l'ont fait pour leur ville et pour la population bastiaise. Jean Tsoukayril, donc le coup de colère de Gilles Simeoni, vous le comprenez? Non, absolument pas. Je dirais même que je suis révulsé par les propos de Gilles Simeoni. C'est une tentative de récupération politique véritablement pitoyable. Quand on sait que Gilles Simeoni et François Tatti, président de la CAB, en effet, ont été élus ensemble sur la même liste, n'est-ce pas, qui se partagent les responsabilités, y compris à la CAB. Là, nous n'entendons que le maire de Bastia. On oublie qu'il est vice-président de la CAB. Et certainement un des plus influents, je ne vous fais pas le dessin. Voilà. Or, ce qui s'est passé est proprement scandaleux.
C'est-à-dire que le maire de Bastia et le président de la CAB, qui doivent travailler dans l'intérêt général, donc la main dans la main, auraient dû, bien évidemment, se contacter, ce qu'ils ont dû faire certainement, à moins que le téléphone ait été coupé pendant 5 jours à Bastia, entre le vendredi et le mardi. Qui plus est, ils se réunissent tous les lundis dans le cadre du bureau de la CAB. Comment voulez-vous que nous puissions admettre qu'il faille en effet attendre mardi pour qu'une opération coup de poing, où le maire de Bastia joue les Rambo à côté de tas d'ordures, se mette en place. Voilà. Cette coopération, quand à situation exceptionnelle, bien sûr, réponse exceptionnelle, cela s'est fait par le passé, c'est-à-dire que, en effet, pour résorber le surplus de déchets, eh bien, les services de la mairie prêtent main forte au service de la CAB. Ce sont quand même les anciennes équipes qui travaillaient ensemble. Hein. Ça fait jamais que 3 ans qu'ils ont simplement changé d'établissement, en quelque sorte. Ce sont les mêmes équipes. Bon, voilà. Donc, ce qui s'est toujours fait par le passé, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble, eh bien, aujourd'hui, volontairement, alors à l'initiative de l'un ou de l'autre, peu importe, ils n'ont pas été en mesure de gérer cette situation ensemble, qui aurait dû être totalement transparente pour les Bastiais, pour en arriver à une équipe quasiment chassant l'autre en disant « au toit de là que je vais mettre, c'est moi qui vais ramasser les déchets ». Et plus vite que ça, s'il vous plaît, c'est-à-dire finalement en mettant en cause également le travail des agents de la CAB. C'est vraiment pitoyable. C'est la traduction, la pire traduction de la crise de gouvernance à laquelle nous assistons quotidiennement. Hein, et nous, élus d'opposition au conseil municipal et au conseil d'agglomération, subissons ces règlements de compte politiciens entre l'un et l'autre, entre les uns et les autres, de manière permanente. Les Bastiais en ont assez de ce spectacle. Je suis bien entendu dans mon rôle pour le dénoncer, mais je rappellerai encore une fois que l'un et l'autre sont co-responsables de cette situation, à la fois au plan régional, on y reviendra peut-être sur ce qui a déclenché la crise, et bien évidemment dans le traitement, la sortie de crise en quelque sorte au niveau Bastiais. Parce que forcément, François Tath, on le rappelle également, est le président du CIVADEC, donc il a en charge la gestion des déchets et le traitement, justement, cette gestion des déchets, ce traitement des déchets. On a l'impression qu'on arrive un peu aujourd'hui à un point... On est probablement un petit peu au bout non pas d'un système, mais en tout cas très clairement, en effet, François Tath est en responsabilité depuis de nombreuses années, hein, depuis 7 ans, 8 ans maintenant en charge de CIVADEC. Hein, c'est-à-dire, c'est dire si le temps de la préparation, si le temps des investissements, s'il est temps pour anticiper certaines échéances qui avaient lieu donc, en 2015 était suffisant. Donc il y a incontestablement, qu'on le veuille ou non, un échec, une impréparation de la part du président du CIVADEC, mais il y a aussi, vous l'avez compris, de la part de Gilles Siméoni, on a soufflé sur la braise. Hein. On a volontairement, je dirais, introduit des recours hein, via des personnes de proximité, par des associations, devant le tribunal administratif, qui ont conduit à la crise, notamment sur Talonne. Donc on voit bien que là aussi, les enjeux politiciens se sont faits sur le dos de la population corse. Alors aujourd'hui, tant pis, il faut les renvoyer dos à dos, essayer d'aller de l'avant, c'est-à-dire dire qu'il faut effectivement maintenant aller à marche forcée. Cette crise aura peut-être eu de bon de provoquer une prise de conscience hein, chez tous les Corses que nous sommes, de dire il faut faire encore plus d'efforts dans le tri, donc des objectifs ambitieux ont été fixés, mais qu'au-delà de cela, il faut être réaliste, nous n'avons pas encore de solution pour le traitement ultime des déchets. Et cela pose beaucoup de questions, et peut-être va-t-il falloir remettre sur le tapis un certain nombre de solutions qui avaient été, semble-t-il, définitivement écartées par le passé. Vous pensez à l'incinérateur ? Pas forcément. L'Assemblée de Corse non plus n'a pas réussi à résoudre ce dossier des déchets.
Oui, en effet, c'est une responsabilité partagée. Vous avez raison de le souligner. Donc, nous ne sommes pas là pour distribuer les mauvais points aux uns et aux autres. Mais c'est vrai que dans le cas de la crise bastiaise notamment, très clairement, elle a révélé à quel point les responsables, en l'occurrence Gilles Simeone et François Tatte, étaient quelque part mus par des questions personnelles, des questions de politique politicienne. Et aujourd'hui, il faut dépasser ces considérations si on veut trouver des solutions pour la Corse. La solution passait, selon vous, par Talonne ? Je ne sais pas si la solution passait par Talonne. Probablement, en tout cas dans un premier temps. Mais encore une fois, je n'étais pas été responsable de ces dossiers sur plusieurs années. Peut-être y aurait-il eu d'autres solutions. Mais peut-être aurait-il fallu accélérer davantage sur le tri. Hein. Et sur Bastia, ce sont les mêmes qui étaient en responsabilité également de la politique du tri. Donc, pour vous, vous avez dit des solutions qui avaient été définitivement écartées. C'est quoi? L'incinérateur, on y revient ou pas? Oui, je crois qu'à un moment donné, dans la campagne, il y a de nombreuses solutions qui sont à l'étude. On risque peut-être de surprendre. Oui, je crois qu'à un moment donné, on a écarté dans les conditions que l'on se souvient, dont on se souvient l'incinérateur à l'époque. Il faut peut-être réexaminer cette éventualité. Peut-être, je le dis bien très prudemment, parce que les techniques évoluent. Et peut-être que les incinérateurs de toute dernière génération ne sont plus du tout comparables à ceux qui existaient il y a encore 10 ans. Et à plus forte raison, il y a 20 ans, peut-être que ces questions-là peuvent être posées. En tout cas, il ne faut rien écarter, mais il y a des sujets un petit peu tabous en politique et en Corse, notamment. Et je pense qu'au stade où nous en sommes, il faut remettre toutes les solutions à plat, parce qu'on aura beau faire tous les efforts et atteindre les objectifs en matière de tri, il faudra bien, in fine, traiter les déchets résiduels, et l'enfouissement n'est pas, il faut bien le dire, une solution extrêmement souhaitable. Écologiquement, hein, puisque on sait très bien qu'elle ne garantit pas elle ne garantit pas que les sols, les nappes phréatiques et tout l'environnement soient préservés. On le sait bien, et qu'il faut donc peut-être envisager d'autres solutions. Vous étiez donc d'accord avec les maires et les comités de soutien, notamment à ces maires, par exemple celui de Pronay, qui ont décidé de fermer les centres? Oui, même si ce sont des méthodes parfois un peu brutales, mais en tout cas, ça a permis, je crois, une prise de conscience, une accélération de la réflexion et de la réaction des autorités. Bon, c'est un peu désagréable parce que, en définitive, avec les comportements des uns et des autres, la population se sent un peu prisonnière, prise en otage de dossiers complexes dont les tenants et aboutissants lui échappent. Hein, et c'est un peu désagréable. Hein. Il faut bien le dire. Donc je crois que tous ces points-là auraient dû être bien mieux examinés. Toutes les communautés de communes, etc., participent au CIVADEC, et il n'est pas normal qu'il faille parvenir à une telle crise pour prendre un certain nombre de décisions et pour s'engager effectivement vers des politiques volontaristes pour l'avenir. Merci Jean Toucarelli. Merci à vous. À demain. Ousguarde avec Maria Lanfranchi.
Bonjour et bienvenue, bonjour à tous et à toutes. On retrouve notre invité Jean Tsukarelli, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin du schéma de coopération intercommunale avec donc un redécoupage. C'est passé par les cantons, ça passe par les communautés de communes. Et il y en a une qui n'est pas du tout contente de ce nouveau découpage, c'est la communauté de communes de l'Alta-Rocque. Donc on va retrouver son président Pierre Marcellesi qui va nous faire part de ses inquiétudes. On nous a priori écoutés, j'ose pas dire qu'on a fait semblant de nous écouter, mais on ne nous a absolument pas entendus. Les élus que vous voyez ici, la population, les socioprofessionnels, ont vraiment le sentiment très amer d'avoir été méprisés et d'avoir une fois encore été simplement regardés pour servir d'alibi dans des discussions, mais que les jeux étaient déjà jetés et que le schéma était déjà élaboré. Bien que sur cette troisième réunion, le périmètre est encore changé, comme je disais, ça montre bien tout l'aléa, voire tout l'arbitraire de ce projet préfectoral qui ne tient aucun compte du bien fondé de nos argumentations, bien fondé de notre position qui est avant tout une position parfaitement ancrée sur la légalité puisque c'est le législateur qui prévoit des dispositions d'adaptation pour des territoires aussi spécifiques que les nôtres. Nous voulons déjà que l'on respecte la volonté des élus, donc la volonté des territoires, la volonté des populations, qu'on respecte l'identité de ces territoires. C'est le cas pour l'Alta-Rocque qui est un territoire pertinent et cohérent, qui est une des plus anciennes intercommunalités constituées de l'île et qui a un budget propre et qui œuvre au quotidien sur ces territoires ruraux et montagnards qui sont si souvent oubliés. Jean Tsukarelli, donc, si ces intercommunalités sont un bien, aujourd'hui, le redécoupage, on va dire, le redécoupage uniquement en nombre de populations, est-ce que ça l'est tout autant ? Pas toujours, manifestement, ça n'est pas toujours le cas. On comprend le souci de pouvoir mettre en place des intercommunalités qui auraient en quelque sorte la taille critique, hein, qui leur permettent de fonctionner correctement. Et en même temps, tout va très vite et on ne peut pas peut-être griller certaines étapes. On le voit bien et j'ai coutume de dire qu'on ne peut pas... les mariages forcés ne sont jamais très souhaitables. Hein. On ne peut pas totalement passer par-dessus la volonté des élus, surtout quand elle est très forte, quand elle est quasiment unanime. Je crois qu'il faut tenir compte de cette réalité, a fortiori quand il y a une réalité historique, géographique, très forte d'un territoire, ancienne communauté de communes, voilà, qui doit être prise en compte. De toute façon, les schémas sont faits pour être en effet adaptés, hein, non pas tant que ce soit l'arbitraire, parce qu'il faut bien à un moment donné faire passer un trait, mais en effet, il faut s'adapter à la réalité du territoire. Donc la loi, elle est bien faite, elle fixe un cadre général, elle prévoit des dispositions particulières. Peut-être en l'espèce, et je ne connais pas suffisamment la situation véritable de cette intercommunalité, mais peut-être faut-il effectivement tenir compte de la volonté des élus. Il n'en demeure pas moins que la marche en avant des intercommunalités, elle est maintenant irréversible. On se rend bien compte qu'on ne peut pas rester uniquement sur nos petites communes qui ont besoin de se regrouper, de se réunir pour disposer de budgets suffisants. Et puis il faut rapprocher aussi en effet cette carte de l'intercommunalité de la future construction de la collectivité unique, en effet, hein, puisque avec la disparition des conseils départementaux, eh bien, ce sera la dernière strate administrative avant la collectivité unique. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer, à mettre en place. Hein. Je parlais hier de chambre des territoires, en effet, parce qu'il nous faut maintenant organiser le travail entre la région et ses intercommunalités naissantes pour certaines, et ceci bien entendu toujours dans la recherche du meilleur service rendu au public.
La crainte de Pierre Marcellesi, c'était justement que la communauté de communes de l'Alta Rocca soit englobée, soit absorbée, on va dire, par le Grand Sud, alors que c'est une communauté, on va dire aussi historique. C'est un peu votre crainte aussi par rapport justement à cette Chambre des territoires, par rapport à la ville de Bastia, qui risquait de disparaître un peu. Vous aviez la crainte de voir la préfecture disparaître. Est-ce que, pour revenir sur ce schéma intercommunal, est-ce que le critère démographique, par exemple, c'est un bon critère, qu'il y ait uniquement ce critère-là? Bon, comme tout critère, il est forcément réducteur. Hein. Mais en même temps, on voit bien que derrière ces critères démographiques, il y a des moyens. Il y a des moyens financiers et qu'il devient extrêmement difficile de pouvoir mener des politiques ambitieuses avec un petit nombre d'habitants. Donc je comprends cette préoccupation. Ce que j'ai exprimé sur la Chambre des territoires peut rejoindre d'une certaine manière cette situation. C'est plutôt qu'il faut éviter une centralisation des décisions au plan régional. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait toujours être au plus près de la population et que, en effet, si Bastia était ravalé au rang de sous-préfecture, quelque part, les sous-préfectures, non seulement en Haute-Corse, mais en Corse du Sud, disparaîtraient. C'est-à-dire que c'est aussi la carte des services de l'État qui s'adapterait et qui conduirait là aussi à des regroupements et à la disparition de présence de services de l'État sur tout le territoire. Donc on voit bien qu'il faut être extrêmement attentif. Mais nous ne sommes pas tout à fait à la même échelle, je dirais. Hein. Je dénonçais un risque de centralisation régionale. Il faut en effet une présence et réaffirmer le rôle des micro-régions. Hein. Alors les communautés de communes, quelque part, elles doivent s'adapter aux contours de ces micro-régions. Hein. Et faire en sorte que, à cette échelle, les décisions, qu'elles soient publiques de l'État ou de la collectivité, en l'occurrence des intercommunalités, soient appropriées et soient prises au bon niveau. Sur cette Chambre des territoires et sur le sort réservé à la ville de Bastia, vous avez été plutôt rassuré par les propos du préfet de Corse ou pas ? Écoutez, pour l'instant, non, j'attends qu'on aille plus loin. Je crois qu'il faut clairement affirmer que nous avons besoin d'une collectivité déconcentrée qui organise des contre-pouvoirs. Tout ne peut pas être concentré dans les mains du seul président de l'exécutif, en un seul lieu, en l'occurrence la capitale, dont personne conteste le rôle régional, et que surtout il faut en effet imaginer un modèle original, intelligent, de coopération entre la collectivité et les intercommunalités, au travers de ce que nous avions appelé, peu importe son nom, la Chambre des territoires, sous la forme d'un établissement public, et que ceci n'est absolument pas contraire à la Constitution, ne soulève pas de grandes difficultés, au contraire doit être, je dirais, une opportunité pour mener des politiques de développement, notamment dans le rural, ambitieuses, parce que notre objectif, notamment la liste que je conduis, affirmera aussi comme une priorité la revitalisation du rural. Et ça passe par un certain nombre d'initiatives et bien évidemment le maintien des services publics. Et je crois qu'il faudra être extrêmement attentif parce que si cette mandature est courte, pour autant elle est extrêmement importante, elle est décisive à bien des égards, à la fois dans les orientations politiques qui seront prises, mais également dans des chantiers qui conditionneront les décennies à venir, comme celui de la collectivité unique. Cette Chambre des territoires, elle a fait l'objet de nombreuses discussions dans l'élaboration du projet qui va être inclus dans la loi NOTRe. D'après vous, pourquoi ?
Écoutez, beaucoup de discussions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été reprise dans le texte de loi au Parlement définitif, et je le regrette, je ne comprends pas cette disparition au moment du passage de... Ça gênait qui ou ça gênait quoi? Écoutez, il faut poser la question aux ministres concernés, au gouvernement, parce que, très honnêtement, je pense qu'il y a eu une incompréhension. C'est-à-dire que derrière cette chambre des territoires, chacun il voyait un peu ce qu'il voulait. Certains y voyaient une deuxième chambre de délibération, une chambre haute, une espèce de Sénat des territoires. Il n'était pas concevable d'avoir une collectivité unique qui ait deux organes délibérants. Ça n'était pas du tout le propos. En revanche, comme je vous l'indiquais, une chambre des territoires qui soit un établissement public chargé de la mise en œuvre dans la proximité, au plus près des territoires, en lien avec les intercommunalités, d'un certain nombre de politiques, notamment issues des transferts des conseils généraux par la région, et dans le cadre donc d'une politique cohérente et unique de la collectivité, semblait extrêmement opportun. Et nous ne voyons aucun obstacle juridique à sa mise en œuvre. Peut-être que le gouvernement, je l'espère en tout cas, fera non pas en quelque sorte machine arrière, pour se rendre compte que cette question de l'équilibre territorial, de la place bien évidemment aussi institutionnelle de Bastia, bon, mais au-delà de la situation de Bastia, de la représentation des territoires, est extrêmement importante. Sinon, on ferait de la meilleure réforme la pire des réformes pour la Corse. Merci beaucoup, Jean Zuccarelli. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve pour notre dernière émission de la semaine notre invité Jean Zuccarelli. Bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes candidat aux élections territoriales. La garantie républicaine, c'est l'intitulé de votre liste. On rappelle également que vous êtes membre de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse et président de l'ADEC à ce titre. On va parler justement économie aujourd'hui en compagnie de Magali Bonnefou, qui est la responsable du département économique et du développement économique à l'INSEE. Elle nous parle justement d'une étude de l'INSEE à propos des chiffres du tourisme. Effectivement, quelles que soient les approches retenues, le tourisme a plus de poids dans l'économie corse que dans les autres régions françaises. On peut regarder ça en matière de fréquentation. La fréquentation de la Corse, c'est 35 millions de nuitées annuelles, c'est 2% de la fréquentation nationale. Cette fréquentation, même si elle est stable, globalement, elle s'est transformée. Aujourd'hui, près d'un passager sur deux arrive en avion. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que l'avant et l'après-saison ont une part de plus en plus importante. Aujourd'hui, ces deux périodes représentent 40% de la fréquentation de l'île. Alors, point important, le tourisme dans le PIB de la Corse, aujourd'hui, pèse vraiment. Oui, effectivement, lorsque l'on regarde les dépenses des touristes en Corse, c'est 2,5 milliards d'euros. Ramené au PIB de la Corse, ça fait 31%. C'est 4 fois la moyenne nationale, 2 fois et demi les taux que l'on trouve en PACA ou en Languedoc-Roussillon. Jean Zuccarelli, votre première impression? D'abord, c'est une présentation extrêmement claire. On voit très simplement que la part du tourisme dans l'économie de l'île, c'est clairement dit. On voit également que, effectivement, et c'est à mettre sur le compte, bien évidemment, aussi de cette mandature, que nous avons un étalement quand même progressif de la saison. Incontestablement. Il faut aller beaucoup plus loin, mais il a nettement contribué à l'amélioration des chiffres. Je dirais même à sauver certaines saisons extrêmement difficiles, grâce justement notamment à l'arrière-saison. Et donc, cela illustre donc la part du tourisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui affirmer vouloir développer l'économie de la Corse en écartant le tourisme. Ça veut dire que, oui, le tourisme, avec notamment le BTP, ce sont
deux moteurs de l'économie de l'île qu'il faut préserver, qu'il faut continuer d'inscrire dans une croissance durable, mais qu'en même temps, il faut diversifier notre économie pour la rendre moins vulnérable à certains chocs extérieurs de conjoncture, notamment en misant sur des filières émergentes d'avenir. Alors justement, 31% du PIB pour le tourisme en tant que président de l'ADEC, est-ce que c'est pas un peu frustrant? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'a peut-être pas réussi à développer ces secteurs émergents? Non, parce que je crois que quand même, il est incontestable que la beauté, les richesses de notre île sont son premier atout. Donc il est normal que le tourisme se soit développé et on ne le regrette pas. En effet, l'objectif de ce que j'appelle la transition économique, c'est de pouvoir, tout en continuant à développer le tourisme, développer plus rapidement encore d'autres secteurs d'activité et pouvoir in fine rééquilibrer le tout. Ce qui ne veut pas dire, ça veut dire réduire la part du tourisme, mais pas réduire l'activité touristique, ce qui sont deux choses totalement différentes. Et encore une fois, c'est 31%. Alors quand on dit 31%, vous l'avez compris, ce sont les dépenses. Ce n'est pas la valeur ajoutée du secteur touristique qui est inférieure, mais c'est les dépenses sur notre territoire. C'est-à-dire que pour utiliser le langage commun, le tourisme, c'est ce qui nous rapporte des devises, en quelque sorte. C'est ce qui fait rentrer de l'argent dans le circuit économique chez nous, qui ensuite, bien sûr, continue d'alimenter des fournisseurs, des prestataires, etc., et toute l'activité de l'île. Donc, en réalité, sa part dans la valeur ajoutée est moindre, mais en effet, il représente directement ou indirectement pratiquement le tiers de l'activité de l'île. Les autres secteurs, le BTP donc, avec la crise qu'il connaît? Le BTP donc, qui a été fortement impacté par la crise que l'on connaît, pour lequel d'ailleurs, tout au long de la mandature, mais en particulier ces derniers mois, avec l'État, et en tant que président de l'ADEC, j'ai pu prendre des initiatives avec, bien sûr, les fédérations, avec les professionnels. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives à la fois pour aider les entreprises à traverser la crise, notamment en offrant des solutions de trésorerie. Et vous avez vu encore tout récemment, il y a quelques jours, la signature d'un partenariat original où avec la CCI de Haute-Corse, la Fédération du BTP, nous bonifions des prêts pour les entreprises du BTP. Et puis en même temps, mettre en œuvre des solutions plus durables, notamment pour, je dirais, à la fois favoriser les entreprises dans les marchés publics en mettant en place une charte de la commande publique, mais également développer de nouveaux relais de croissance pour le BTP. Je pense notamment à, bien entendu, relancer une politique de logement. Et ça nous ramène au sujet, bien sûr, du PADUC notamment, ambitieuse, mais aussi une politique de rénovation de l'habitat, dont on sait qu'elle recèle un potentiel d'1 milliard d'euros sur quelques années, sur la seule rénovation, c'est important, avec le volet rénovation thermique. Et nous avons donc là des pistes. Nous avons avancé avec les professionnels pour pouvoir, encore une fois, remettre le BTP sur une trajectoire de croissance, peut-être pas au niveau qu'il a atteint dans les meilleures années, mais pour pouvoir assurer durablement la pérennité de cette activité majeure pour notre île. Vous avez parlé de secteurs émergents. Oui. Quel secteur l'ADEC a réussi à faire émerger? Alors, l'ADEC a fortement contribué à accompagner les entreprises de divers secteurs émergents. Nous avons bien évidemment l'agroalimentaire avec des fleurons de notre île qui s'exportent aujourd'hui
dans le monde entier. Nous avons la filière du nautisme, nous avons la filière donc des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie. Nous avons maintenant des activités extrêmement intéressantes que nous soutenons fortement, telles que les cosmétiques, hein, ou les plantes aromatiques, qui sont vraiment, encore une fois, là, représentatifs de ce qu'un territoire d'excellence environnementale comme nous, qui bénéficie d'un cadre préservé avec des plantes endémiques, et un savoir-faire, peut développer des produits extrêmement innovants et qui là aussi s'exportent à l'international. Donc nous avons identifié un certain nombre de filières qui figurent d'ailleurs dans la nouvelle programmation européenne et qui pourront bénéficier d'aides importantes pour en effet diversifier notre économie, lui ouvrir des marchés extérieurs. Et j'ajouterai, je terminerai en vous parlant de la marque territoriale. Marque territoriale, et ça fera le lien avec le tourisme, Corsica Med, qui justement fait le lien entre notre attractivité touristique et en même temps nos produits locaux, nos productions qui pourront s'exporter également en direction des marchés d'où proviennent souvent les touristes étrangers. Et nous avons donc, avec l'ATC, mis en œuvre cette marque territoriale. Il faudra quelques années pour la généraliser à l'ensemble des produits, des productions de l'île, mais qui sera certainement un fer de lance de la conquête des marchés extérieurs pour nos entreprises. Merci beaucoup Jean Tsoukaré. Livanina Pierre est la présidente de l'ATC qui est présente sur une autre liste, elle. En effet. En effet. Voilà, merci Jean Tsoukaré. On va terminer cette semaine. On va vous laisser deux petites minutes, en fait, le mot de la fin. Hein. On est en pleine campagne, on est rentré dans la campagne électorale. Donc, juste 2 petites minutes pour redire un petit peu votre engagement dans cette campagne territoriale. Rappeler la raison d'être de cet engagement, dire à vos auditeurs que de faire le choix de la clarté et de la responsabilité qu'ils ont au travers des élus et des candidats présents sur notre liste, des gens en situation d'assumer des responsabilités pour construire cette Corse ouverte sur le monde, qui puisse offrir un avenir à notre jeunesse, et ce en investissant le développement économique, en mettant en priorité un développement économique, mais un développement économique qui permet de mieux partager les richesses, de mieux lutter contre la précarité, de mieux répondre à leurs besoins de logement. Eh bien, tout ceci, nous allons le dérouler pendant la campagne. Nous leur donnons rendez-vous parce que, bien évidemment, nous parcourrons tout le territoire. Ils pourront venir à notre rencontre et leur dire que nous avons un projet ambitieux mais réaliste pour la Corse et qu'ils peuvent compter sur nous. Merci Jean Tsoukaré, à bientôt. Merci.